je suis un homme hétéro. En revanche, je suis un homme hétéro qui a déjà essayé avec les hommes. Le tout premier, du coup, je dis homme, du coup, mais qui était un homme trans, qui était de base un homme devenu femme. Ok, opéré? Non. D'accord. Et encore une fois, ça avait été que des prélis, j'avais reçu. Je dors plus, je sors beaucoup, je bois beaucoup. Tu te drogues? Pas... Si, à l'époque, un peu. À l'époque, ouais. J'ai déjà eu des idées sombres qui me sont passées dans la tête. Voilà, je vais pas donner on se comprend. Par souffrance. À cause d'histoires d'amour? À cause d'histoires d'amour. J'arrive limite plus à respirer tellement que j'ai des hauts le cœur. Enfin, vraiment, des vraies larmes. Et je me dis, je peux plus, je veux en finir, je peux plus. Je peux plus, ça fait trop mal. Si c'est ça, de souffrir par amour, je veux plus ça, en fait. C'est la femme que j'ai vraiment le plus aimée de toute ma vie. Et je changerai jamais ça. Vous pourrez me le demander 1000 fois, que je dirai 1000 fois la même chose, parce que j'ai pas d'autres mots, en fait. Bonjour Sacha Delouis. Et bonjour Sam, comment tu vas? Bah ça va et toi? Ça va, super, content d'être là. Bon, bah c'est l'occasion cette interview de venir à ta rencontre en solo, d'en apprendre un petit peu plus sur qui tu es, sur ton histoire de vie et te permettre aussi de réagir à certaines informations qu'on tournait sur les réseaux sociaux, répondre à certaines interrogations du public que tu as, j'imagine, beaucoup. Oui, que j'ai beaucoup répondu aussi. Aussi. Mais on peut réitérer. Aussi, mais j'avoue que l'histoire n'est pas toujours très claire. Ouais, bien sûr. Voilà, je fais référence bien sûr à ton mariage et la procédure de divorce avec Emma Keitman. Emma que j'avais reçue sur Aja, qui n'en pouvait plus. Je pense que tu l'as vu. J'ai vu quelques Voilà, passages. donc je te ferai réagir à certains passages vidéo. On le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, bien sûr, que tu es un liveur. Tu as commencé à commenter un petit peu l'actualité sur Twitch. Twitch à l'époque, ouais. Bah ouais, c'était à l'époque. Et TikTok tout ça. aujourd'hui, ouais. TikTok aujourd'hui. Et c'est le grand public t'a connu, on va dire, sur W9. Bien sûr. Dans l'émission Mariée à tout prix, là où tu as rencontré justement J'avais rencontré Emma. Mais en parlant de TikTok, justement, je suis tombé sur une de tes vidéos et je ne savais pas du tout, vraiment, je ne m'en doutais même pas, mais tu as confié que tu avais déjà couché avec des mecs. Oui, alors, c'est pas. Je vais apporter quelques précisions. Mais effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent sur ma sexualité. Par contre, ça m'intéresse. Parce que j'en parle très librement du fait que je suis un homme hétéro. En revanche, je suis un homme hétéro qui a déjà essayé avec les hommes. Parce que j'étais arrivé dans une phase de ma vie où j'avais déjà eu pas mal de conquêtes, où j'arrive à un âge à autour de 20 ans, on va dire, où je me pose des questions et je me dis, mais attends, mais comment tu sais si t'aimes pas, si t'as pas essayé? Bon, il y a des gens qui n'essaieront jamais, mais je me dis pourquoi pas, tu vois. Et j'ai essayé, alors ça allait au-delà des bisous, mais il n'y a pas eu de... On va essayer d'expliquer les choses simplement. Rien ne s'est passé par là-bas, des deux côtés, ok? On va essayer, c'est plus des prélis, voilà. D'accord, donc tu n'as pas fait de pénétration et tu n'as pas reçu de pénétration. Non, exactement. Par contre, il y a eu prélis, etc. Et en fait, je me suis rendu compte en fait, que j'aimais pas ça, quoi. Alors, ça m'arrive... La première fois, j'étais jeune. La première fois, j'avais 17 ans. Et l'autre fois, je devais avoir 21, 22 dans ces eaux-là, et dans ces eaux-là encore, tu vois. Ou plus tard, j'avais 23 ans, troisième fois. Et en fait, et à chaque fois, pourquoi réessayer? Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en fait, ça m'a jamais plu. Et du coup, vraiment, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me pose la question, ouais, mais tu sais pas, alors, on me taquine beaucoup de, tu sais pas, t'as pas essayé avec les hommes, il y a des gens qui savent pas. Donc viens, essaye. Je fais, bah non, je sais, et si je dis que je suis hétéro, c'est que vraiment je le suis. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré de prime abord en tant qu'homme hétéro? Et avant de te demander ce qui t'a attiré chez un homme, est-ce que selon toi, un homme peut être hétéro et avoir des relations sexuelles ou avoir une relation sexuelle avec un homme? Alors, si on parle au présent ou au passé, je pense que c'est pas la même chose, mais s'il a encore des relations sexuelles avec les hommes et que c'est régulier, non, bah du coup, t'es juste bi, trop bien, tu vois, trop cool pour toi. Parce que alors, vraiment, il y a une phrase un peu, juste, des fois que je dis entre potes, mais être bi, c'est le meilleur des mondes. Parce que du coup, bah, techniquement, tu peux tomber amoureux ou prendre du plaisir avec encore plus de personnes de manière générale, sans te mettre de barrières psychologiques comme on a dans nos sociétés, tu vois. Donc, donc qu'est-ce qui m'a attiré? Simplement la curiosité à la base. Comme je me suis toujours senti hétéro, j'ai jamais eu trop de doutes sur ma sexualité. Néanmoins, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux et qui n'avait pas envie d'avoir de barrières. Donc, essayer, quoi. T'es à l'aise avec le sujet? Je suis très à l'aise avec le sujet. En fait, je trouve ça dommage que le sujet soit tabou. Parce que ça n'enlève rien à ta masculinité que d'oser dire, bah ouais, j'ai essayé. Et alors? Qu'est-ce qui va vous déranger?
En fait, il est où le problème, tu vois? Est-ce que tu me permets une ou deux questions un petit peu plus profondes? Vas-y, mais je te dis, on verra si je te réponds. Et si tu me réponds pas, c'est ton droit le plus ultime de pas me répondre. Quand tu as eu ces relations avec des hommes, Ouais. est-ce que c'est toi qui recevais la gâterie ou est-ce que c'est toi qui faisais la gâterie? C'est moi qui recevais. C'est toi qui recevais Ouais. la gâterie. Ok. Toujours. Non, mais parce que c'est une discussion que j'ai déjà eue avec des copines. Bien sûr. Voilà, qui ont appris que leur mec avait pu avoir une relation avec un mec pour tester. Ouais. Et une de mes copines m'avait dit, mais alors moi, par contre, si c'était lui Qui donnait? qui donnait, qui avait fait le truc, je pourrais pas. Pourquoi pas? Après, c'est une vision. Moi, je pense que il y a surtout le côté où si tu assumes, en fait. En fait, ce qui va t'enlever, je pense, une part peut-être de masculinité, entre guillemets, je mets des gros guillemets là-dessus, ou de côté un peu bonhomme, si je caricature, bah, c'est le fait que tu sois coincé sur le sujet. Si tu l'as fait et si tu as eu la curiosité d'âme d'y aller, bah viens, parle-en. Et au contraire, ça va libérer, je pense, plus la parole. Et tu vois, c'est comme le fait que pour les femmes, c'est normal, entre guillemets, très jeune, ça choque moins les gens de voir deux femmes ensemble C'est très vrai. longtemps que deux hommes ensemble. Alors maintenant, plus trop aujourd'hui, mais très longtemps, ça a été le cas, tu vois. Bah, deux femmes ensemble, c'est plutôt vu comme un fantasme. Deux hommes ensemble, ça va être beaucoup plus jugé. C'est Voilà. tout de suite t'es dans la Très catégorie longtemps, du ça a gay. été ça. Et encore plus sur l'aspect charnel. Alors que bah, si juste on dédramatise le truc, et quand bien même si finalement j'avais aimé ça, que j'étais bi, et alors, c'est trop bien. Tu vois, bon, maintenant je sais que c'est pas le cas, mais trop bien, tu vois. Je pense pas qu'il faut qu'il y ait un tabou sur ce sujet-là. Un homme agressif, insultant envers les autres hommes ou envers les personnes qui n'ont pas la même orientation hétéro que lui, Ça peut tu poser penses des qu'il a questions. un problème avec son genre? En tout cas, Avec son orientation, pardon. Ouais, alors que son genre, non, parce que c'est encore notre sujet, effectivement. Mais au niveau de son orientation sexuelle, c'est peut-être qu'il y a des questions qu'il n'ose pas se poser et qu'il effraie. Peut-être qu'il est hétéro, mais ça peut amener, effectivement, peut-être, je pense que certains. Je sais pas, ça peut venir de l'éducation, du père, de la figure ultra masculine de la famille, que du coup, tu n'as pas le droit de te poser des questions envers toi-même parce que qu'est-ce que va dire mon père, etc. Il peut y avoir plein de raisons à ça. Hein. Je pense qu'il ne faut pas trop leur jeter la pierre non plus, il faut avoir un entre-deux peut-être, mais il y a toujours des raisons à tout, mais ça peut effectivement sous-entendre des choses. Est-ce que tu as déjà eu une relation avec une femme transgenre? Oui, Oui. oui, ouais. Ça a été le tout premier, du coup, je dis homme, du coup, mais qui était un homme trans, qui était de base un homme devenu femme. Ok, opéré? Non. D'accord. Et encore une fois, ça n'était que des prélis j'avais reçus, mais je savais en âme et conscience que c'était un homme de base. Et il y a certains hommes trans qui font plus féminin que d'autres. Lui, pour le coup, ne le faisait pas tant que ça, sans méchanceté. Hein. Et oui, j'avais fait. Donc c'était une femme trans, mais qui n'avait pas fait Voilà, je sais pas d'opération. comment il faut le dire, mais ouais, oui, voilà. t'as pas eu exactement les J'ai termes. pas le vocabulaire. Mais c'est pas grave. Mais voilà. Mais oui, j'ai déjà fait aussi avec un trans. Ouais. Ok, et c'est quoi? C'est une curiosité? C'est vraiment que de la comment tu le curiosité, définirais? En fait, franchement, il y a eu plusieurs phases. Parce que du coup, comme je t'ai dit, on va dire, les 3 fois où ça m'est arrivé sur un laps de temps de 5 ans, on va dire, à peu près. La première fois où ça m'est arrivé jusqu'à la dernière fois où ça m'est arrivé, tu vois. Donc, la première fois, j'avais 17 ans. Et la dernière fois, je te dis, j'en ai 22, 23, donc on va dire, en gros, c'est ça. La première fois, ça a été en vrai... C'était en soirée, j'étais curieux, et j'ai fait why not, tu vois. Et je ne donnerai pas de nom ni rien, mais pour l'anecdote, à l'époque, j'avais mon meilleur ami qui a débarqué pendant le truc et qui m'a fait « Qu'est-ce que tu fais, mec? Mais c'est un mec !» Alors là, je le prends avec du recul et du rire. En revanche, à l'époque, lui, il était juste en mode « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal parce que je viens d'un petit village de 2000 habitants. » Ah, ok, qui s'appelle comment? Et ouais, moi je viens de Marsac-en-Livradois. Je ne connais pas. Au fin fond de l'Auvergne. Et toutes ces choses-là, moi j'ai découvert, entre guillemets, un peu ça tardivement, je pense, par rapport à des citadins. Parce que quand tu habites dans un village de 1500, 2000 habitants, rien que l'idée peut-être d'être gay déjà, ou gay homme ou femme, c'est problématique. Donc, tu vois, tu découvres ce genre de choses. Donc, il ne faut pas lui jeter la pierre à mon ami à ce moment-là. C'est juste un gamin de 17 ans aussi qui n'avait pas encore l'ouverture d'esprit. Oui, la vois. maturité, parce que ça devait pas être très cool pour ta partenaire. Oui, du coup, oui, effectivement. Mais bon, voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte où en fait, c'est un gamin de 17 ans qui n'avait pas ça, tu vois. Et donc ça, c'était la curiosité. Et les autres fois, en fait, c'est souvent des pourquoi pas. Pourquoi pas, ça se trouve, t'aimeras. Vraiment, ça a toujours été un peu ça. Et comme je suis pas quelqu'un de pudique, je suis pas quelqu'un qui se met beaucoup de barrières de manière générale, j'y ai jamais vu de problème.
dans tous les cas. À part la personne trans, les 2 autres hommes étaient des hommes gays, mais hommes. D'accord ? Et je ne recherchais pas la féminité que j'aime tant d'ordinaire. Là, c'était vraiment, viens, quitte à essayer, tu vas au bout, tu vois. Oui, c'est pour ça que je te posais la question. Donc, c'était pas une recherche de féminité dans un corps d'homme. Non, parce que vraiment, c'est des hommes qui font hommes, tu vois. Alors, avec leur part de féminité, mais comme on en a tous, tu vois. Bien sûr. Et bien heureusement. Mais en revanche, non, c'est des hommes, tu vois. Et trop bien, trop bien. Et alors, comment te dire que je sais si j'ai vraiment eu du plaisir ou pas? Déjà, je sais moi-même que j'y ai pas trop pris de plaisir. Et on va dire que le principe érectile a eu beaucoup de mal. Justement parce que manque d'excitation et manque de se dire, bon, en fait, finalement, c'est peut-être pas ton truc, mon grand. Hein, maintenant, tu sais. Hein. T'en avais parlé avec Emma? Mais Emma le sait, le savait, je crois. Hein. Ouais, en fait, j'en parle très librement de base. Tu vas me rire, j'en parle même là. Oui, non, mais c'est parce que je te vois en parler justement moi, sur tes réseaux et ici très librement Alors, que je te demande. Si j'avais été ta compagne, je sais que certaines aimeraient savoir, d'autres s'en foutent. En fait, si tu me poses la question, je vais t'en parler. Si tu me poses pas la question, je vais pas t'en parler. Mais il me semble que si, au détour de. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle a pas voulu de détails. C'est juste, est-ce que dans une discussion, elle m'avait demandé, je lui ai dit que oui, mais que c'est pour ça que je sais que j'étais hétéro vraiment et que j'aime vraiment les femmes. C'est pour le coup, j'ai essayé, tu vois. Et que voilà, et que je pense qu'on devrait pouvoir en parler super librement, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'hommes dans ce cas, mais qui ont peur du qu'en dira-t-on, le jugement des autres, alors qu'en fait, il y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. On t'a connu, je le disais, au travers de Marie à tout prix sur W9 et dans les 50 et le Reality Club dernièrement sur l'application OO, mais on connaît un petit peu moins ton histoire de vie. D'où tu viens, qui tu es, est-ce que tu as des frères et sœurs? Une sœur, je crois, Jade. Ouais. Du coup, je viens d'Auvergne. J'ai grandi dans un petit village, mais le petit village, on va dire, c'est une zone 6000 Ambert. J'ai fait une partie de mes études à Clermont-Ferrand. Maintenant, j'habite à Montpellier. Et je suis né à Lille. Voilà, pour faire sommaire. Dans ma famille, on est 4. Mes parents, couple hétéro, normal, femme-homme, et ma petite sœur, qui a 2 ans de moins que moi, avec qui je suis très fusionnel. On a eu des périodes compliquées, qui m'étaient dues, parce que j'ai un passé qui va un peu dans tous les sens, et j'ai eu une période de ma vie où j'ai eu besoin un peu, entre guillemets, de m'émanciper de ma famille, et du coup de vivre ma vie un peu à ma sauce, en testant plein de choses, notamment ça, par exemple, d'avoir l'occasion de me chercher en plein en tout point. Et c'est vrai que j'avais un peu envoyé bouler mes études, le travail et tout, donc ça posait beaucoup de problèmes. Et comme on est très proche avec ma sœur, ça l'obligeait, sans que je lui demande, à mentir à ma famille sur mes actes, sur ce que je faisais. Donc je voulais pas qu'elle doive mentir. Voilà, plein de trucs comme ça. Mais ouais. Et à la base, je suis quelqu'un aussi d'hypersensible de base. Mais pourquoi tu dis à la base de base? Parce que de base, parce que comme si on te voyait. Parce que personne ne le croirait si je dis comme ça que c'est le cas. Pourquoi? Parce que tu as l'image du monstre? Oui, bon, ça, je pense que les choses tournent, tu vois, donc ça change, c'est pas le problème. Juste parce que je laisse pas forcément trop paraître les sentiments, ou alors je vais pseudo-jouer un bad boy un peu con, tu vois. Mais ça donne quoi jouer un bad boy un peu con? Ouais, c'est bon, je caricature, mais c'est juste que. Ou le mec parfait. Ou le mec parfait, si tu veux. Mais ça, pour le coup, je l'ai fait sans me forcer. C'était dans le sens où, je pense que quand on a tous un jour dans notre vie, la relation qui te donne envie d'être tellement parfait pour pas faire peur à la personne. Je donne un exemple tout bête. Moi, dans mes relations, j'ai toujours été 100% moi. D'accord ? Donc, un homme avec pas mal de défauts malgré tout, parce que, encore une fois, personne n'est parfait, c'est clair. Et là, j'étais dans une relation, sincèrement, où moi, quand je l'ai rencontré, j'étais en mode, mais je pensais jamais pouvoir ressentir ça aussi fort une nouvelle fois dans ma vie. J'avais eu une première fois dans ma vie, j'étais jeune, j'avais 19 ans, c'était mon premier amour, c'était fou. Et voilà, et puis du coup, la vie a fait qu'on s'était séparés, et je pensais pas ressentir ces papillons, mais ces trucs de fou, tu vois. C'est dans le Reality Club que tu disais que Emma était la femme que tu avais le plus aimée. Ouais, c'est la femme que j'ai vraiment le plus aimée de toute ma vie. Et je changerai jamais ça. Vous pourriez me le demander 1000 fois, que je dirais 1000 fois la même chose, parce que j'ai pas d'autres mots, en fait. Mais bon, voilà. Et le fait d'avoir revécu ça, alors j'y croyais plus, ça te donne envie de te dire, mais il faut que je sois la plus grande perfection possible pour ne pas perdre cette personne. Et on en vient finalement, en fait, à se voiler un peu la face. Est-ce que tu as essayé de jouer les mecs parfaits parfois parce que tu voulais enfuir le mec mauvais que tu avais pu être parfois? Ouais, c'est possible. C'est possible. Alors après, ça dépend ce que tu appelles le mec mauvais. Je pense qu'il y a mauvais et mauvais, mais juste...
Je suis quelqu'un qui... je pense pas être quelqu'un de mauvais fondamentalement. Ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles mauvais? Alors, Parce que mauvais c'est n'est quand pas le bon même, mot. Non, t'as raison. Je pense que mauvais, c'est fort comme Ouais. terme. Donc, Non, mauvais n'est pas le bon mais mot. bon, je pense on pourrait plutôt le tourner en mode un peu la part d'ombre où dont t'es un peu le moins fier, tu vois. Oui, voilà. Tes travers, tes démons où t'es pas trop fier Voilà, d'eux. j'ai tu vois. j'ai utilisé le mauvais mot, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais juste avant. La période dans laquelle tu te cherchais, ou Ouais. même au niveau familial, bah, ça a coupé On avait coupé un peu. un petit peu des liens, Ouais. des ponts avant de mieux se retrouver. Mais sauf que par exemple, maintenant, on n'a jamais été aussi soudés qu'on l'est aujourd'hui. Donc, c'était se quitter pour mieux se retrouver. Pour qu'en fait, juste que moi, je me découvre davantage. Parce que j'ai très mal vécu de grandir en Auvergne. J'ai très mal vécu de grandir dans un petit village. Voilà, j'ai toujours eu l'âme vraiment d'un citadin avec envie de vivre dans une grande ville, que ça bouge, de rencontrer des gens. Et je pense que le fait de partir, bah, ça m'a fait l'effet inverse, tu vois. Où j'ai explosé, tu vois, et j'avais besoin de ça. Je me suis fait bully quand j'étais gamin, enfin, il y a plein de trucs comme ça qui marquent un peu, tu vois. T'as eu une enfance heureuse? Je pense que ce serait malhonnête de dire que non, mais oui, j'ai des parents qui m'aiment, que j'aime aussi en retour. Après, comme tout adolescent, on a eu des moments où on ne s'est pas compris, tu vois, et encore une fois, s'il y avait un bouquin comme Les parents parfaits, il n'y aurait pas de problème, tu vois. Tu t'as formulé des reproches à tes parents Oui, bien sûr. à l'âge adulte? Ouais, bien sûr. Et je pense que, encore une fois, je mets pas tout le monde dans le même bateau, mais on a tous un reproche à un moment donné à faire à nos parents, qu'il soit grave ou pas. Hein. Et je pense que c'est important de passer le cap d'en parler, sans méchanceté, mais de pouvoir le dire un jour. Le jour où tu te sens prêt. Bah, si tu gardes, c'est pire. Ouais. Et le jour où ça pète, par contre, ça peut être dur, tu vois. Bah, tu sors tout. Ouais, Et ça fait très mal. Et des fois, à l'excès. Oui. Tu vas plus loin que ce que tu Ouais. voulais réellement dire. Toi, quels étaient les reproches que tu as pu formuler? Si tu acceptes d'en parler, bien sûr. On va dire, pour faire simplement, parce que mes parents ont été de très bons parents, vraiment, et ça, je dirais jamais l'inverse. Je dirais que ça a été de ne pas être assez compris. Par moment, il y a la vision que des parents vont se faire de la réussite et de ce que c'est que d'être un bon garçon qui réussit bien dans telle filière, qui doit aller en S, qui doit réussir à l'école, qui doit, etc., etc. Et ensuite, il y a ce que le gamin veut vraiment être, tu vois. Et moi, je pense que... Ça, c'était ma grand-mère qui me disait souvent quand j'étais plus jeune, où j'avais plus l'âme d'artiste, l'âme un peu fragile aussi en même temps, cette fragilité de l'artiste de... Bah, finalement, tu te cherches beaucoup, en réalité, jusqu'à trouver ton art et celui qui va te guider plus tard. Et donc, cette instabilité que ça peut amener, surtout très jeune. Et de l'autre côté, ben, il y a la rigueur, mais aussi parce que mon père vient d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui a travaillé comme un fou pour en arriver là, ma mère pareil. Donc il y a une envie de rigueur à inculquer à tes enfants, tu vois. Donc il faut faire la part des choses, c'est comme dans tout n'est pas blanc ou noir. Mais j'ai eu besoin de leur en parler un jour. Et en vrai, les premières fois, bon, on s'est pas trop compris, et avec le temps, si. Et avec le temps, si. Et encore aujourd'hui, tu vois, quand j'ai des problèmes, ils sont là de fou, et je les remercie, parce que j'ai eu des périodes très très sombres, où s'ils n'avaient pas été là, ouais, ça aurait pu mal tourner. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles une période très très sombre? En fait, je suis très sujet à toutes mes périodes de vie, mes ups et mes downs, justement, sont liées à un truc que je gère extrêmement mal, c'est mes émotions. Mes émotions amoureuses, mon cœur, tu vois. Je suis quelqu'un de très calme et je me gère ça va. Mais mon cœur en lui-même, l'amour, j'ai du mal à le gérer, tu vois. Et s'il disparaît dans la douleur, il y a beaucoup d'idées de merde qui me passent dans la tête, tu vois. Parce que pour arrêter la souffrance, pour te dire que t'en peux plus, ou je pars en live et je vais aller en soirée, je vais faire des conneries, machin. Ou alors, j'ai déjà eu des idées sombres qui me sont passées dans la tête. Voilà, je vais pas donner on se comprend. Par souffrance. À cause d'histoires d'amour. À cause d'histoires d'amour. Et notamment à la suite de ma plus longue relation, qui était pas celle avant Emma, mais encore avant. Ok. Qui était une femme exceptionnelle, qui est toujours une femme exceptionnelle, donc qui est toujours avec le même homme depuis, ça se passe très bien, et je suis trop content pour eux. Même si quand ça venait de la rupture, je ne saurais pas dit ça sur l'instant, mais avec le recul, c'est une bonne chose. Et vraiment, quand on s'est quitté, parce que j'avais déjà quitté une première fois, ça a été compliqué, on était en couple libre à l'époque en plus, donc tu vois, c'est une relation qui est un peu particulière aussi de base. Ah oui, couple libre, généralement, c'est quand on dit qu'on n'est pas jaloux et qu'on veut laisser la liberté à l'autre d'avoir des relations aussi. Ouais, alors pourquoi on était d'accord dès le début, et elle était une femme bi. Okay. Donc déjà, ça aplanissait déjà certaines choses, et on s'était retrouvés à se dire, ok, dès le début, on va se mettre en fait libre, parce qu'en plus, moi, je sortais de mon premier amour. Donc à la base, j'étais pas prêt à me remettre avec quelqu'un. Mais libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle pouvait avoir des relations
sexuelle oui, avec des femmes et des hommes de son côté. Bien sûr. Et toi, tu pouvais. Ah, bien sûr. Également. Et c'est des deux côtés. Et Est-ce c'est que vous important. vous le disiez? Ouais, bien sûr. Ah, parce qu'il y a des couples libres qui se disent Ah non, je suis non, OK, se dit mais on les s'en choses. parle pas. Non, 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 non. Et je vais te dire, même pour être 100% transparent là-dessus, et je pense que c'est important, déjà, je ne conseille pas de se mettre en couple libre dès le début d'une relation. Avec le recul, après l'avoir vécu, je peux comprendre qu'on y vienne au bout d'années et pour remettre du piment dans le couple, pour plein de raisons qui peuvent aller, why not, mais ne commencez pas une relation sur un couple libre. Parce que c'est pas sain, en tout cas de mon vécu. C'est pour ça aussi, c'est ce qui a créé des moments de, je pense, de souffrance d'un côté comme de l'autre, hein, d'ailleurs, au bout d'un certain temps, et qui a créé la rupture finale. Mais quel type de souffrance? Ouais, mais Dû à vrai, quelles émotions? je vais t'expliquer. La jalousie, Non. le sentiment de tromperie? Non plus. Je pense que le sentiment, au bout d'un moment, c'était de ne plus être 100% à l'autre. Je te l'explique simplement, parce que je ne sais pas combien de temps on a, je ne veux pas que ça dure trop longtemps non plus, mais en gros, au tout début, déjà, si tu veux être en couple libre, c'est les deux. D'accord ? C'est pas toi en tant que mec, tu fais ce que tu veux, par contre, elle n'a pas le droit. Non, c'est pas réglo. C'est donnant-donnant. Donc ça, c'est important. De l'autre côté, en revanche, tu vois, ce qui est très paradoxal, c'est que vu qu'on était couple libre, bah au final, en fait, on n'allait pas vraiment voir ailleurs, ni l'un ni l'autre. Moi, ça m'est arrivé peut-être 2 fois, et elle le savait, et elle, de ce qu'elle m'en a dit, en tout cas, ça lui était jamais arrivé. Et par contre, vraiment, comme elle était bi, en fait, dès qu'il se passait quelque chose avec quelqu'un d'autre, c'était ensemble. Ah d'accord, Et ok. oui. Vous intégriez un troisième, Voilà. voire une Ouais, autre, voilà, ou un après autre partenaire. bon. Et effectivement, et très naturellement, ça s'est fait comme ça. Finalement, on n'avait pas envie d'aller voir ailleurs, puisque, tu sais, c'est un peu ce truc de l'interdit, tu vois, qui est un peu bête, qui est un peu humain. Quand on était très libre là-dessus et qu'on était très détente, c'est une femme très chill aussi, qui se prend pas la tête, et du coup, finalement, ça se passait bien comme ça, tu vois. Bon. Mais comment on choisit un troisième ou un quatrième partenaire quand on est un couple libre? Moi, en tout cas, je donne ma vision, ma version, je l'ai laissé choisir. On avait, au tout début, on parlait de d'autres femmes ou autres, et j'ai vu qu'on avait le même goût. Pratique. Et du coup, en fait, j'ai laissé décider. Parce que je me suis dit, j'avais pas moins envie de moi imposer, parce que j'avais à l'époque cette peur quand même de me dire, un couple libre, il y en a toujours l'un qui le fait plus pour l'autre. C'est rare que les deux soient vraiment 100% en phase avec l'idée. Donc du coup, je m'étais dit, c'était potentiellement moi qui étais plus en phase avec l'idée qu'elle. Comme moi, je sortais d'une relation, mon premier amour et tout. Donc au début, j'avais pas le même attache. Et donc je lui avais dit, écoute, c'est toi qui choisis. Quand tu as envie, tu me dis, et pourquoi pas, et tu choisis la personne. Là où les personnes, peu importe, mais c'est toi qui choisis. Et c'est ça qui a fini par vous tuer? Et en fait, ouais, sur du très long terme, en fait, ce qui s'est passé, et pour être exact, c'est que j'ai mis quelques années à réellement 100% oublier mon premier amour. Ok. Et je le vivais extrêmement mal. Et des choses, alors je pense pas qu'elle regardera ça parce que c'est la télé-réalité et tout ça, c'est pas son truc. Mais. Oh, détrompe-toi. Il y a beaucoup de public qui ne regarde pas la télé-réalité, qui regarde mes interviews. Alors, dans tous les cas, je sais qu'elle est très heureuse avec son homme aujourd'hui. Donc, et là, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de mauvais. Mais à l'époque, et encore une fois, je remets, j'étais à la fin de mon premier amour, j'ai à cette époque-là 21 ans. Il m'est arrivé je suis dans l'île le soir et je ressasse, j'arrive pas à dormir. Et de voir que j'étais encore mal de la séparation de mon premier amour. Et en moi-même, à force, ça arrivait plusieurs fois. Pourtant que je l'aimais, hein, franchement, j'aimais cette femme. Mais je me dis, c'est pas juste. C'est pas cool vis-à-vis d'elle, tu vois. Que toi, t'aies ça en toi et puis je vais pas lui en parler. T'imagines bien que c'est compliqué. Et donc, du coup, au bout d'un temps, je lui ai dit, écoute, je crois que je suis plus en phase dans la relation ou autre. Et au début, je m'étais séparé d'elle. Et on a arrêté de vivre ensemble. Elle a pris son appartement. Au final, on a réessayé. Et un peu plus tard, en fait, du coup, petit à petit, comme moi, j'étais pas bien par rapport à ça, je pense que je l'ai délaissé un petit peu au final. Sans forcément dire d'aller spécialement voir ailleurs, mais j'étais moins dédié à elle. J'étais moins l'homme que tu es censé être en couple, un minimum attentionné, un minimum là pour elle, à pas poser les questions du quotidien, tu vois, juste avoir la présence que nécessite normalement d'être un homme auprès d'une femme. Et donc, et elle a trouvé réconfort ailleurs. Alors, ce qui m'a fait le plus mal, c'est pas qu'elle trouve le réconfort ailleurs, parce que avec le recul, tant mieux, mais c'est que c'était un homme, l'homme en question, c'était pas un ami, mais c'était un bon pote, à qui j'en parlais que ça allait pas dans mon couple et que j'étais pas bien. Et le jour où je l'ai appris, ça a été dur.
Ça a été très dur parce que vraiment, je l'ai appris en mode où elle commençait à me dire bon, finalement, on va se séparer et tout. Moi, je suis pas bien. Je l'invite au resto. Je vais bien, j'essaie de faire un peu le grand prince, tu vois, de lui faire plaisir. Donc puis du coup, elle me dit ah d'accord, elle revient chez moi, on recouche ensemble. Je me dis bon, on va voir. Quelques jours après, elle m'a dit on arrête. Et là, en fait, je débarque chez elle un soir. Finalement, j'étais en soirée avec des amis au restaurant et je dis putain, elle me manque ou autre. Et ce qui se passe, c'est que je passe. Pour ça, il n'est pas trop tard parce que j'ai le temps d'aller acheter un bouquet de fleurs et des chocolats. Et je vais chez elle en mode surprise. Mais je sais pas, en moi-même, je me dis, tu devrais pas y aller, mais vas-y, tu vois. Ben, j'avais envie vraiment de lui faire la surprise, de dire, regarde, tu vois, je fais les efforts que je faisais peut-être plus assez, tu vois. Et c'est là où je débarque, elle est avec, et je vois par la fenêtre qu'elle a avancé. Parce qu'en fait, tu passais devant la grande baie vitrée pour rentrer et ensuite à la porte d'entrée qui était dans l'immeuble. Donc tu étais obligé de passer devant cette baie vitrée, tu vois. Et je vois, voilà. Je vois ce que je vois. Et là, sur le coup, ouais, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et c'est du coup à la suite de ça où moi, j'ai eu un gros. J'ai eu vraiment ce moment dont je te parlais tout à l'heure. Oui, les fameuses idées sombres. Voilà, grande douleur. Et j'ai vraiment été un moment, un soir. Vraiment, j'en parle là. Je sais que peut-être que mon père, il ne sera pas en phase juste parce que pour mon père, il faut toujours se montrer très fort. Il ne faut pas parler de ces choses-là. Et je peux concevoir, mais c'est une autre éducation, c'est une autre époque. Moi, j'ai envie de pouvoir parler de tout ça et je veux que les gens puissent en parler et que ça enlève rien. Encore une fois, il faut que tu puisses en être un homme fort ou autre, de savoir parler de tes moments de faiblesse, tu vois. Et vraiment, je me retrouve un petit peu à la suite de cette rupture, qui finalement, je me suis rendu compte que je l'aimais tellement qu'elle en était ma stabilité, mais que je ne me rendais même pas compte. C'est souvent quand on perd quelqu'un qu'on se rend compte qu'on tenait à elle. Et où je m'auto-détruis vraiment à fond pendant quelques semaines. Qu'est-ce que tu appelles t'auto-détruire? Je dors plus, je sors beaucoup, je bois beaucoup. Tu te drogues? Pas... Si, à l'époque, un peu. À l'époque, ouais. Tu tombes dans la drogue à ce moment-là? Non, je tombe pas dedans. Mais tu sais, on t'en propose en soirée. Toi, t'es pas bien, t'es mal. Si tu n'arrives pas à sortir la tête de l'eau, bah, on te dit « Ah, mais ça va te faire du bien, t'inquiète. » Mais c'est important ce que tu dis, parce que c'est une situation qui peut arriver à plein de personnes qui se retrouvent dans une situation similaire. Alors, que faire justement face à ce type de situations qui peuvent être hyper dangereuses et pour la santé et sur l'autodestruction, sur la qualité, le bien-être émotionnel, etc. Je vais te dire exactement, tu vois. Franchement, à ce moment-là, on t'en propose. J'avais déjà essayé. Hein. C'est pas la première fois de ma vie que j'en prenais. J'ai fait une école de commerce, donc j'avais déjà essayé. Je tombais pas des nues sur ce qu'on me proposait. Mais c'est pas mon truc. Moi, je faisais mes soirées avec mes potes, on buvait un coup, ça me suffisait, tu vois. Mais là, j'étais tellement mal, et tu veux tellement, en tout cas, comme je suis quelqu'un, encore une fois, et je te dirai pourquoi est-ce que je te dis à la base hypersensible. Parce que je pense que ça, c'est important. C'est un sujet, pour le coup, je veux bien qu'on en parle, parce que c'est un truc dont j'ai pas beaucoup parlé et qui peut-être me fera du bien aussi. Mais à la base, très, très hypersensible, qui a du mal à gérer ses émotions au niveau de l'amour. Et là, ça me fait mal. Mais ça me fait mal comme ça m'a jamais fait mal. Donc, tu n'as qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête, tu vois. Donc, tu t'anesthésies. Donc, tu t'anesthésies. Donc, tu vas en soirée, tu bois, tu dis que t'es avec les copains, donc ça va te faire du bien, tu penses à autre chose. On te propose des trucs, tu fais, écoute, ça me passe. Ouais, si tu me dis que ça me fera du bien, si, ça me fera du bien. Puis tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis tu te rends compte que ça fait déjà 2 semaines que tu fais ça, un peu plus, 3 semaines. Et là, en fait, tu arrives à un stade où vraiment, je me retrouve Je suis chez moi, dans mon ancien appartement. On était à Montpellier déjà à ce moment-là. C'était avec elle que j'étais arrivé à l'époque à Montpellier. Et je suis dans mon canapé. Et là, pour la première fois depuis mes 12 ans, je pleure. Et du coup, tu verras, ça aura du sens à ce que je te raconterai tout à l'heure. C'est ça qu'on appelle un bad trip. Pleuré. Non, parce que là, pour le coup, j'étais pas en descente. Mais en fait, c'est juste... un bad trip, c'est un truc qui est assez poussé, assez grave. Là, pour le coup, je rentrais pas de soirée. En gros, ça faisait peut-être 48 heures que j'avais pas fait de soirée. Donc, tous les effets, la redescente, tout était parti déjà. J'étais juste de nouveau en phase avec ma tristesse et avec mon mal-être et avec tout ce qu'il y a en moi et que j'aime pas ou tout. Tu réalises. Et je réalise vraiment parce que j'arrête de fuir. Donc tu quittes une forme de déni. Ouais. Et je percute. Et là, pour la première fois de ma vie, depuis facile mes 12-13 ans, je me mets à pleurer. Parce que ça faisait vraiment depuis 12-13 ans, je n'avais pas pleuré de ma vie. À ce moment-là, j'ai 23-24 ans. Et je comprends plein de choses sur les émotions, sur la souffrance due à l'amour. Et en fait, j'ai 15 ans d'émotions qui me viennent dans la gueule d'un coup. Et je vais t'expliquer après pourquoi. Et donc du coup, là, je fais, mais c'est trop. C'est trop parce qu'en fait, en plus de comprendre
souffrance que je suis en train de vivre de ma rupture, je me rends compte de potentiellement la souffrance que j'ai pu infliger plus jeune à d'autres personnes de ce que c'était que de souffrir par amour. Et donc du coup, ça a été horrible et je suis tellement mal et je vois que depuis 3 semaines, je me saccage, je suis dans mon canapé, je m'effondre, mais quand je dis que je m'effondre, mais un enfant, mais vraiment, mais des larmes, ça s'arrête plus et j'arrive limite plus à respirer tellement que j'ai des hauts le cœur, enfin vraiment des vraies larmes. Et je me dis, je peux plus, je veux en finir, je peux plus, ça fait trop mal. Si c'est ça, de souffrir par amour, je veux plus ça, en fait. Et je peux pas continuer ma vie comme je suis en train de la vivre là, parce que où est-ce que je vais aller? Et à l'époque, mes parents habitent en Auvergne, donc ils sont quand même loin de moi. À l'époque, ma petite sœur m'a pas encore rejoint à Montpellier, donc je suis vraiment tout seul. Et mes amis d'enfance sont tous en Auvergne aussi. Et je prends mon téléphone, et vraiment, à ce moment-là, c'était soit ça décroche, soit je sais pas ce que je fais, tu vois. Et j'appelle ma mère. Alors d'ordinaire, ma mère, je la préserve beaucoup de ma vie. On évite de tout se dire, même si elle sait globalement que tout, mais je parle beaucoup avec mon père. Moi. C'est beaucoup plus d'homme à homme, de ma famille, et ma sœur avec ma mère. Tu vois, ma mère, je la chouchoute, mais c'est autre chose. Mais là, j'appelle ma mère. Et je dis, maman, faut que tu m'aides. Elle dit, en pleurs, hein, vraiment en pleurs. Donc ça donne, maman, il faut que tu m'aides, parce que là, si tu m'aides pas maintenant, je pars. Avec le recul, je me dis, putain, j'en ai des frissons parce que là, je me remets dedans, tu vois. Ça a dû être dur pour elle, mais c'était dur pour toi. Mais moi, j'étais au bout. Et en fait, je me dis avec le recul, imagine-toi en tant que mère, t'es à 400 bornes de ton gamin. Ouais, mais ça sert aussi à ça, une maman. Oui, c'est sûr. Mais vraiment, et là, je pense qu'elle t'a remercié de lui dire. Ouais, bien sûr. Et en fait, et ça nous a encore plus resserrés d'ailleurs après dans le temps, tu vois. Mais vraiment, sur l'instant, faut que tu m'aides là. Faut que tu m'aides parce que moi, je tiendrai pas. Je peux plus là. Il n'y a plus rien que je suis plus capable de gérer. Et dans la soirée, il était 20h. Dans le même soir, déjà, j'ai eu toute la nuit, quasiment toute la nuit, ma mère ou mon père au téléphone ou ma sœur. Dans cette même soirée, ils ont réussi à me trouver une psy qui a pu me prendre à 22h. Mes parents sont dans le médical, donc ça aide, du coup, forcément. Et le lendemain matin, ma mère est à Montpellier. Elle avait tout annulé, tous les trucs. Elle est venue passer des jours avec moi. Et petit à petit, j'ai remonté la pente, tu vois, et j'ai été sous traitement. Alors, je ne sais pas si c'était des antidépresseurs ou il y a un autre truc. Anxiolytique. Anxiolytique, voilà. Donc j'étais sous anxiolytique, j'avais mes séances de psy. Et petit à petit, ensuite, j'ai relevé la barre. Et voilà, et après, la vie a continué. Alors, et c'est là où, pareil, typiquement, j'écrivais beaucoup. Et en fait, la poésie qui s'appelle 25 ans, qui est sur mes réseaux, c'est un postulat de ma vie que je fais pendant cette période de ma vie, où je me saccage et que je suis mal, et que je suis complètement à l'ouest. Et en fait, dans cette poésie, il y a le début où en fait, je fais une postulat de moi-même, où je suis en fait une merde. Et la deuxième partie où je me dis, mais il y a peut-être encore un espoir, tu vois. Et un jour, tu deviendras peut-être meilleur, tu vois. Et elle vient d'où alors, Sacha, cette hypersensibilité qui daterait d'il y a 15 ans? Non, en fait, alors, pour le coup, quand j'ai été enfant, moi, je tiens beaucoup de ma mère à ce niveau-là. J'ai le côté un peu, je sais pas, c'est bizarre, à chaque fois de dire bonhomme, pour ça je mets des guillemets, mais un peu, je sais pas, alpha, on peut dire ça comme ça. C'est pas. Mal alpha? Ouais, en tout cas, que mon père a énormément, que j'ai un petit peu, je pense, de lui, mais j'ai la sensibilité de ma mère. Et ma mère est vraiment une hypersensible. Elle est aux petits soins tout le temps, mais à la fois, elle est très forte, tu vois. J'ai beaucoup de respect et d'estime pour mes deux parents, tu vois, mais ma mère est très, très forte. Et au-delà de sa sensibilité. Et je tiens beaucoup de ça d'elle. Et gamin, mais tu me verrais, je pleurais tout le temps. Je pleurais tout le temps, dès que j'avais des petites amourettes, tu sais, des amourettes d'enfants. Pour moi, même à 6 ans, 7 ans, c'était la femme de ma vie. Et ma mère me récupérait tous les mois en pleurs pour un oui, pour un non, pour un truc, même au début du collège. C'est pour ça que tu étais bully à l'école? Et en fait, j'ai eu le malheur de m'appeler Delouis. Encore une fois, le problème de vivre dans un petit village. Mes parents sont kinés ostéopathes, pour ceux qui ne savent pas. Et ils gagnent bien leur vie. Ils ne sont pas millionnaires, ils ne sont pas multimillionnaires, mais ils ont bien roulé leur boss. Tu vois, ils avaient leur propre cabinet. Moi, mon père, je l'ai très peu vu jusqu'à mes 12-13 ans. Hein. Il partait pour bosser à 7h du mat, il rentrait à 23h minuit. Moi, je ne le voyais pas, je le voyais à peine le dimanche ou en vacances, tu vois. Parce qu'ils bossaient comme des fous. Et du coup, il y avait de l'argent. Et quand tu habites dans un petit village, à ce moment-là, je suis en primaire,
je te dis, village de 1500 habitants, et que tes parents ont de l'argent, en tout cas un minimum, et que ça se sait. Et comme kiné-ostéopathes, ils sont connus de tout le monde, ils soignent tout le monde, tous les parents. Et les parents ne se rendent pas compte quand ils parlent devant leurs enfants de ce qu'ils se disent entre eux. Oui. Mais l'enfant, il écoute. Et moi, j'en ai fait les frais. Et vraiment, les parents, tu peux penser ce que tu veux de ton kiné, de ton ostéopathe, qui bosse, qu'il est beau, qu'il a de l'argent, on s'en fout. Mais tu n'en parles pas devant tes gosses. Parce que tes gosses, ils écoutent. Et en fait, les enfants, alors à l'époque, je n'analysais pas comme ça, maintenant je suis plus vieux et je le sais, mais... Et les enfants, en fait, me détestaient, certains, et on va dire un peu les têtes, grosses têtes de primaire. Parce que tu étais le fils des kiné-ostéos blindés. Voilà. Et du coup, sauf que moi, encore une fois, pays des bisounours, moi j'ai envie d'aimer tout le monde. J'étais vraiment pas... J'étais un bon gentil, tu vois. Contre la violence, contre tout, tu vois. Et en fait, je me suis retrouvé... Alors, je me faisais régulièrement bully par des mecs ou poussé contre le mur, ou insulté, ou machin. Mais bon, à la limite, on va dire, ça arrive à plein de gens. C'est déjà dur de le vivre en primaire, mais ça arrive à plein de gens. Et une fois, sorti d'école, je suis en CM1, et sorti du préau, on va pour... moi, j'ai ma nourrice à l'époque. Comme je dis, mes parents travaillaient beaucoup, donc j'ai une nourrice. Et qui est de l'autre côté du préau, qui attend avec les autres parents. Et j'ai pas le temps d'arriver jusque là-bas. J'ai un gamin qui arrive derrière, qui me fauche. Et j'ai 10, 12 gamins autour de moi et qui me savatent la tronche. Et moi, je suis au sol et je me fais savater dans la tête, partout. Et ça dure. Alors moi, je te dirais, avec mes souvenirs, j'ai l'impression que ça dure 10-15 minutes. Je pense pas. Mais le temps te paraît long quand tu te fais défoncer la gueule et que tu es au sol. Mais ça a peut-être bien duré quand même bien un petit 2 minutes quand même. C'est long. Et ensuite, tout le monde se barre en courant et part. Et à ce moment-là, ni maîtresse ni rien. Juste, je crois qu'il y a une maîtresse en dernière minute qui voit ce groupe de gamins arriver. Et moi, je suis au sol et ce groupe de gamins qui arrive en courant vers elle. Donc, qui ne voit même pas l'entièreté de la scène et qui voit moi amoché au sol. Donc, qui me récupère et je rentre. Et voilà. Et ça, je crois que je n'ai même pas parlé à mes parents tout de suite de ça, tu vois. Oui. Et j'ai mis très longtemps à en parler librement. Mes parents ont fini par le savoir, parce que ça s'est su. Ça me fait bizarre d'en parler, tu vois. Je me remets un peu dans le... Et mes parents, c'est à cette époque-là où, du coup, j'ai commencé le sport de combat. Et en fait, là, le jour au lendemain, mes parents, c'était la dernière fois, tu vois. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de sport de combat. J'ai fait du judo, de la boxe anglaise, j'ai fait du kung-fu, j'ai fait du judo, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait de la compète et tout. Et aujourd'hui, j'aurais plus de problème. Enfin, j'en ai plus jamais eu après. Et ce qui s'est passé là, pour aller au bout de mon histoire, c'est que après ça, je pense que ça m'a choqué, ça m'a trauma quelque part. Et à partir dès que je suis arrivé au collège, j'ai dit, c'est plus jamais de ma vie, ça n'arrivera. Et comme j'avais commencé le sport de combat, beaucoup de judo à l'époque, dès que je voyais un gamin qui subissait ne serait-ce qu'un tout petit peu, quasiment rien de ce que je subissais, je montais en l'air le mec en face, ce qui n'est pas une solution non plus, ce qui m'a valu beaucoup de problèmes d'heures de colle ou autre. Et du coup, je me battais pour un oui ou pour un non, mais jamais je mettais le premier coup, en tout cas, je n'allais pas chercher l'embrouille. Et ensuite, j'ai coupé les émotions. Et dans cette même entrephase, je dirais de ma 6e au 5e, j'ai coupé les émotions de ma vie, un peu pour ceux qui ont vu, si tu as vu toi Sam, Vampire Diaries, je trouve que c'est le bon exemple, c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé, parce que c'est réellement moi, ce qui s'est passé en moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, où tu as le bouton on-off quand ils sont en mode vampire, méchant, et quand ils ont la conscience, tu vois. Mais c'est comme ça que je l'image, parce que vraiment, de ma 5e jusqu'à ce choc émotionnel, à 23 ans, j'avais pas d'empathie. J'ai perdu des proches, j'ai perdu un de mes grands-pères dans cette période-là que j'aimais profondément. J'ai pas versé une seule larme. J'avais des vannes qui me venaient en tête pendant l'enterrement. J'étais devenu détaché de tout ça. Et vrai, et sur l'instant, je me rendais compte que c'était pas normal. Mais la vie est tellement plus facile comme ça, mais moins belle. Et comment on en est arrivé, Sacha, à cette situation ? Après avoir partagé une émission avec Emma qui s'appelle Mariée à tout prix, vous annoncez votre rupture. Et j'aimerais te montrer cet extrait d'Emma qui semble... Elle semble pas, je pense qu'elle est à bout. Et je pense que tu l'as vue à ce moment-là, et tu vas le voir dans cet extrait. Elle était sur Aja et elle explique un petit peu tout ce que, selon elle, on n'a pas vu. Regarde. Concernant la rupture, t'as confié, il a décidé de me tromper et de me tège sur les réseaux sans jamais s'excuser. Il me disait « je t'aime » alors qu'il invitait des filles dans notre appartement, notre en majuscule. Comment t'as su
que tu n'étais pas la seule. Comment tu as su, Emma, que d'autres femmes passaient dans ton appartement, peut-être dans le lit conjugal? Le monde est petit. Le monde est très petit. J'ai eu les photos, les vidéos des filles qui osaient pas venir vers moi parce qu'elles ont été choquées du comportement de Sacha, parce que de base, elle demandait genre une photo ou un truc comme ça, et en fait, c'est parti en cacahuète parce il les a invitées à l'appartement, sauf que, bon, l'ambiance, etc. Puis ça touchait des culs, ça touchait des seins. Moi, entre deux, j'ai compris pourquoi ils m'envoyaient des bouquets de fleurs. Fin novembre 2023, donc un mois après le mariage, il m'avait déjà trompée. Il y a une fille qui m'avait envoyé un message en me disant « J'espère que t'es plus avec Sacha ». C'était en pleine diffusion de Marie à tout prix. Oh. Et je lui dis « Pourquoi ?» Et elle me dit « Il est en train de ploter une fille en pleine boîte de nuit. Ah ouais. Dans un état complètement... Et ça, tu lui as dit? Tu lui en as fait part? Je lui ai dit, et en fait, conversation très compliquée, puisqu'il me fait un lavage de cerveau et il commence à frapper dans le mur. Je m'en fous, j'ai pas peur de le dire. Au bout d'un moment, on va dire ce qu'il en est. Jusqu'à se casser la main et me dire « Regarde ce que tu me fais faire. Tu m'accuses pour quelque chose que je n'ai pas fait. » J'ai fait des vidéos dédiées là-dessus, j'ai fait... Oui, ça te saoule, t'as pas envie d'y répondre. Non, mais si t'as un angle, mais je veux dire, si on fait du point par point, ça va être sans fin. Non, c'est pas du point par point. Je pense qu'on s'est dit ce qu'on avait à se dire et je ne veux pas parler en mal d'elle, je veux pas la médire et je veux pas remettre de l'huile sur le feu, c'est important. Mais mon objectif n'est pas que tu parles mal d'Emma. Mon objectif est de comprendre, et l'angle que je voulais aborder avec toi, il est le suivant, c'est de savoir si quand tu étais en couple, quand tu étais marié, parce que c'est pas comme tout le monde, hein, ça s'est pas passé comme tout le monde, vous êtes marié dans une émission en 40 jours. Ouais, mais bon, on était mariés quand même. Mais vous étiez mariés quand même. Est-ce que tu pouvais te contenter d'une vie à deux pour toujours avec Emma? Est-ce que tu n'avais pas un besoin de multiplier les conquêtes à côté? Est-ce qu'elle te suffisait? Ah oui, oui. Alors, j'essaie de voir le fond de ta question, hein, c'est pour ça que je te regarde comme ça. Mais en tout point, oui. En tout point, oui. Et très sincèrement, il y a une chose... Moi, des conquêtes, avant Emma, j'en ai eu. Des relations sérieuses, j'en ai eu, avec Emma, j'en ai eu 4, mais des conquêtes, j'en ai eu. Je ne suis pas à plaindre. J'ai bien vécu. Ce qui fait que je ne le recherche pas. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'hommes qui vont vont rencontrer très rapidement la femme de leur vie ou qui vont se mettre en couple très tôt, très jeune. Ce qu'on appelle très jeune, c'est 18-20 ans, hein, ça reste très jeune. Hein. Et qu'ils vont être en couple 5, 6, 7 ans. Mais finalement, un jour, ils vont dire, putain, en fait, j'ai plein de trucs que j'ai pas fait ou que j'ai pas vécu ou autre. Moi, tout ça, je les avais déjà vécus avant. Enfin, je pense qu'il n'y a pas un truc que j'ai pas fait dans ma vie. Donc, ce qui fait qu'en arrivant avec elle, moi, réellement, quand je me suis marié avec Emma, dans l'état actuel des choses, les émotions qu'on avait à ce stade-là, en tout cas, je te donne une réponse en me remettant dans la situation, d'accord? Pas avec tout ce qui s'est passé depuis. Pour moi, c'était vraiment la fin de ma vie. J'en ai pleuré dans les bras de mon père au mariage. Alors, c'est pas du tout un jugement. Quand on trompe la femme de sa vie, est-ce qu'on peut l'aimer vraiment? Est-ce qu'on peut tromper et aimer et considérer son partenaire comme la femme ou l'homme de sa vie? C'est une vraie question, c'est pas un jugement. Non, mais après, puis on peut en débattre. Hein. Dans tous les cas, la seule tromperie qu'il y a eu, effectivement, et je le reprécise, des fois que même si j'en ai déjà pas mal parlé, mais c'était au mois d'août à la fin de la relation, d'accord, et qu'effectivement j'ai embrassé, etc. Donc on va se mettre dans ce cadre de la tromperie. Pour moi, ça n'a rien à voir. En fait, non, il y a des trucs qui sont difficiles à aborder sans que ce soit problématique. En fait, il y a une différence, quand bien même que ça se passait extrêmement mal en août avec Emma, encore une fois, c'était pas une excuse que ça se passe mal et que je sois pas bien et que du coup j'ai un petit peu trop bu, enfin vraiment trop bu, et que je vais embrasser une femme en boîte. J'avais jamais à faire ça, d'accord? Quoi qu'il n'y a pas d'excuse à ça, tu vois. Mais par contre, ça ne change rien au fait que là, sur l'instant, tu réagis à une pulsion débile d'un mec ivre. Moi, dis-toi, je ne me rappelais même pas. Hein. Moi, ça, je l'ai découvert le lendemain sur les trucs. Sur les réseaux? Ouais. Dis-toi que moi, je me réveille à ce moment-là, comme j'étais pas bien. Tu vois, on revient sur le schéma dont je t'avais parlé, où si émotionnellement, je suis vraiment trop atteint, c'est que je vais garder. Et quand j'explose, je fais ce genre de conneries, tu vois. Donc là, ça veut dire que tu gardais beaucoup. Plein de choses, voilà. Et que j'ai déjà parlé, et il y a tout sur TikTok si ça intéresse des gens, et je veux pas remuer tout ça. Donc là, tu es en train de me dire poliment, plus de questions là-dessus. Non, après, on peut aborder, mais il y a des trucs dont on n'a pas parlé, alors. Mais pour le coup, là, à ce moment-là, je bête. Et donc, du coup, si tu veux, sur l'instant, je me rappelle même pas le lendemain que j'ai fait ça. Okay. Donc, je l'apprends, effectivement, sur les réseaux.
t'as réagi à une pulsion, ça veut pas dire que tu l'aimes pas. Peut-être que c'est pas possible à concevoir pour tout le monde, mais quand tu réagis à une pulsion comme ça, et j'irai même plus loin, j'ai, avant Emma, et ça c'est même sur ton plateau que je l'avais dit à l'époque, notamment mon premier amour, et mon premier amour le sait, où je l'avais trompé. Mais je trompé, quoi. Vraiment, j'avais couché avec une femme, etc. Et pourtant, j'étais fou amoureux d'elle. Bon, j'avais 20 ans, j'avais 19-20 ans. Donc pour toi... Mais parce que j'avais dissocié, dans ma tête en tout cas, le côté charnel. Le corps et l'esprit. Exactement. Donc et toi, de l'âme et l'amour que j'avais pour cette femme. Oui, donc tu penses qu'on peut aimer quelqu'un et avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre qu'on n'aime pas. Ah bah oui, parce que j'étais en relation libre. Donc j'avais des relations sexuelles avec d'autres femmes. Ah oui, non, là, relation, mais oui, mais le paramètre est différent. Oui, mais c'est pareil. Tu as une relation physique, charnelle avec quelqu'un d'autre que la femme que t'aimes. Oui, sauf que tu n'étais pas dans un couple exclusif. Non, mais on n'était pas dans un couple exclusif. Par définition, il se voue fidélité jusqu'à la mort. Bien sûr, bien sûr. Non, mais on n'était pas dans un couple exclusif, je sais bien, il y a une différence. Mais si on vient juste chercher le côté physique, on est sur un schéma similaire. C'est juste la vision qui est derrière qui est différente, effectivement. Mais oui, par contre, ça ne me dérange pas de dire qu'entre le charnel... quand même, on en parlait tout à l'heure là-bas hors caméra, mais le côté où il y a ma femme, je lui fais l'amour. Si c'est pas ma femme, c'est différent. Je ne te fais pas l'amour, tu vois. C'est différent. Tu baises. Voilà. Donc oui, en tout cas, j'ai eu dissocié les deux dans ma vie. Ouais. Et sans souci. Mais par contre, je conçois qu'on ne soit pas d'accord avec ça. Dans toutes les discussions que j'ai pu avoir, que ce soit avec des hommes ou avec des femmes, on a souvent un terrain où on était à peu près d'accord. Alors ça ne plaira peut-être pas à tout le monde ce que je vais dire là, mais il n'y a rien de méchant. C'est souvent les hommes et les femmes avec qui j'ai pu en parler, les hommes ont plus de facilité pour qu'un homme couche avec une autre femme alors qu'il est en couple, il pourra le faire en dissociant totalement l'aspect émotionnel, juste du sexe. Et ça n'empêchera pas d'aimer sa femme. Là où la femme, si elle en vient à tromper son homme, c'est qu'elle a potentiellement commencé à créer une attache, une émotion avec l'homme avec qui elle va coucher. Ça dépend desquels après. Hein. Non, mais ça dépend. Je mets juste, moi, dans les gens avec qui j'en ai parlé, je fais une globalité. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Je le précise bien, pour ça je le précise au tout début. Je ne mets pas tout le monde mais si dans la généralité du nombre de personnes avec qui j'ai pu avoir ce genre de discussion, souvent, si la femme, c'est que la femme va se sentir délaissée peut-être. Il y a des raisons à ça, hein, attention. Mais j'ai rarement des copines qui m'ont dit en fait, finalement, un soir, j'avais envie de sexe. Je suis allé prendre mon plaisir, je suis retourné voir mon mec, tu vois. Sacha, je suis curieux de savoir comment tu as vécu cette période-là, parce que Emma me l'a raconté, donc sous son prisme à elle, ton prisme à toi m'intéresse. Je me permets donc de te montrer un extrait vidéo, extrait d'une interview que vous avez faite tous les deux, à mes côtés. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Regarde. C'est compliqué. J'ai pas envie de trop... Alors, il y a des choses, parce que, comme je t'ai dit là, avant qu'on tourne ce truc, les gens voient beaucoup de choses sur les réseaux, mais il y a des choses qu'on n'en parle pas, qu'on a vécues, nous, ensemble, qui ont été pas faciles du tout. J'en parlerai pas, parce que c'est vraiment de l'ordre du privé. Mais il a été là dans ces moments-là, et c'est vrai que des fois encore maintenant, c'est compliqué pour moi de surmonter ça. Et j'en parlerai pas, parce que c'est très personnel. Mais c'était très dur. Très, très dur. Mais qui te concerne toi ? Qui nous concerne nous, mais ouais, surtout moi, ouais. Ah d'accord, je pense comprendre. Ouais, mais... C'est que je me souviens avoir vu dans ton regard à ce moment-là qu'il y a une lumière qui s'allumait. Oui, j'ai vraiment eu dans mon dieu. J'ai dit ça, il a compris. Bah oui. Et vous avez traversé une épreuve qui vous a tous les deux humainement marqué ? Ouais. En fait, oui. Ouais, il y a une en particulier et ensuite, en fait, c'est un peu aussi un tout, si tu veux. Moi, ça m'aurait pas dérangé d'en parler, mais je voulais qu'il n'était pas à l'aise avec ça, donc je voulais pas de stress. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui de savoir, c'est que toi, en tant qu'homme, comment tu l'as vécu ? Parce que c'est une question qu'on pose toujours à une femme, moins à l'homme. Oui, mais parce qu'en même temps, je pense que c'est plus grosse épreuve pour la femme. On ne peut pas enlever ça. C'est son corps, c'est elle qui le vit, qui le subit, dans notre cas en tout cas, parce que ce n'était pas voulu. Donc, ça a été compliqué, forcément. En revanche, c'est largement mon rôle d'être là. Moi, tu sais que j'ai vraiment été éduqué dans ma famille, on n'a pas de tabou.
on n'a pas de tabou sur tous ces sujets-là. Moi, le rapport à la maternité, le rapport même à tout ce qui est la protection féminine, etc. Moi, ma mère, dans son métier de kiné, est également sexologue, spécialisée en urogynéco, etc. Donc moi, très jeune, je lui ai demandé de m'expliquer beaucoup de choses parce qu'en tant qu'homme, je pense que tu es obligé, tu dois pouvoir comprendre ce que va subir ou va vivre, pouvoir conseiller, accompagner ta future femme. Que ce soit dans la contraception, parce que malgré tout, c'est plus souvent la femme, en tout cas quand tu es en couple, qui prend moins de contraception que l'homme. Que ça a pu le stérilet en cuivre, etc. Plus que tu as très, très vite enlevé la capote au sein d'un couple. Et donc du coup, tu dois savoir, tu dois pouvoir avoir la connaissance. Donc ma mère m'avait beaucoup formé sur tout ça. Et pour faire le lien avec ça, c'est que en tant qu'homme, tu te dois d'être là pour elle à chaque étape, que ce soit compliqué ou pas. Et comme vous l'aviez compris, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça n'a pas été facile pour elle. Ça a été des moments compliqués pour tous les deux, encore plus pour elle que pour moi. Maintenant, ouais, je pense que je ne vais pas m'étaler. C'était pas facile à vivre, mais franchement, c'était pas moi qui avais le plus dur à vivre. Ça, c'est certain. Je te le disais tout à l'heure, c'est quand tu étais dans OO, dans le reality club, que tu as confié que c'était la femme que tu avais le plus aimée. Mais parce que de toutes tes relations. C'est vraiment de toutes mes relations, c'est la femme que j'ai le plus aimée de ma vie. Est-ce que tu l'aimes encore? Franchement, jusqu'à OO, j'étais encore pas bien. J'étais pas bien en mode... parce qu'en vrai, je commence réellement, je pense à aller mieux, ça avec un mois et demi. Mais là, je te parle là. Mais ici, jusqu'à OO, en vrai, j'étais encore pas bien. Mais là où j'ai commencé à vraiment faire la coupure au niveau des émotions par rapport à elle, en vrai, c'est déjà comment est-ce que ça s'est fini. Toute la haine qu'il y a eu, tout l'acharnement qu'il y a eu. Aussi, toute la période que j'ai traversée, qui était, je te jure, compliquée. Quand tu te prends un harcèlement, peu importe la raison, au niveau national, tous les jours, tu reçois des dizaines, voire des centaines de messages de haine, gratos. Enfin, gratos, on se comprend, d'accord, mais ça, mais vous avez mêlé vos histoires de violence, de trucs, et de t'as tapé dans le mur, et moi, regarde, je monte pas blessure, je suis comme ça. On les a vus, les vidéos postées par Aquababe. Mais sauf que si on revient au tout début, moi, pendant des mois, je n'ai parlé de rien. J'ai pas cherché à le mettre sur le plan public. On aurait pu le régler qu'entre nous, comme on fait plein d'autres couples. Moi, j'ai rien mis. Pendant des mois, j'ai rien dit. Moi, c'est sur la fin. Hein. Moi, c'était quoi? Il y a à peine un mois. On est séparés depuis début août. Hein. Moi, il y a à peine un mois que j'ai ouvert. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tout le temps, j'avais rien dit. Parce que justement, j'aurais préféré qu'on règle ça entre nous. Mais bon, peu importe. Voilà, on a chacun notre façon de gérer. Voilà. Il n'y a pas de bien, de mauvaise façon. On a chacun notre façon de faire. Et par contre, mais je me suis perdu dans ce que tu... Attends, redis-moi ce que tu me... C'était quoi ta question? En fait, on est en train d'expliquer qu'Emma et toi avez vécu la chose complètement différemment. C'est-à-dire qu'elle l'a extériorisé publiquement sur les réseaux. Toi, tu aurais préféré que ça reste au sein du couple, dans la sphère privée. Elle a parlé d'argent. Oui, tu me demandais comment est-ce que j'allais émotionnellement, pardon. Oui. Et en fait, aujourd'hui, je pense que j'aime plus, pour répondre simplement à ta question. Enfin, je pense, j'en suis sûr. Je suis plus amoureux d'elle, parce que suffit que... En fait, il y a une façon très, très bête, je trouve, de te rendre compte si tu as encore des sentiments ou un ego ou quelque chose encore un peu présent, tu vois, pour ton ex. Alors, c'est ma méthode, hein, mais je l'imagine en train d'embrasser ou de coucher avec quelqu'un d'autre. Normalement, si tu as encore de l'attache, ça te remue bien, tu vois. C'est pas agréable comme vision. Aujourd'hui, j'ai pas de souci avec ça. Le divorce, il a été prononcé? Et bien là, aux dernières nouvelles, mon avocat m'a dit que c'était officiel. Alors, en gros, pour te dire exactement où est-ce que ça en est, à la suite de OO, c'est là où ensuite moi, j'ai eu mon avocat, que j'ai payé mon avocat, et que mon avocat ensuite a pris contact avec le sien. Et depuis là, on m'a demandé d'envoyer plein de trucs de papier, notamment le livret de famille en photo. C'est moi qui l'ai, c'est moi qui ai tout ça. Donc j'ai envoyé tout ça aussi. Et depuis, ça c'était mi-décembre, je dirais, dans ces eaux-là. Et je lui ai demandé, à ton avis, combien de temps? Parce que comme on est d'un commun accord et que, enfin, on n'a rien en commun, je lui ai dit, ça devrait aller vite. Normalement, en vrai, tu nous envoies un papier, on signe. Là, comme tout le monde a l'impression de croire, tu vois. Là, tu nous envoies le papier, on signe, et puis ciao, c'est fini. Il me dit, si c'était si facile, même d'un commun accord, il me dit, au plus vite, un divorce, vraiment d'un commun accord, vous n'avez rien en commun, il me dit, c'est 1 mois et demi, 2 mois. Vraiment, parce que en fait, tu as des allers-retours entre les avocats, la paperasse, notaire, etc. Donc, il m'a dit, normalement, d'ici fin janvier, début février, on devrait vous envoyer le papier final à tous les deux.
le vrai papier final officiel. Et là, ce sera terminé. Et les histoires d'argent, c'est terminé aussi? Bah du coup, moi, je lui enverrai en même temps que comme rendra mes clés. En gros, là, j'ai le compte sur le compte exactement la somme que je lui dois. D'accord. Et Elle parlait d'une grosse somme quand même, 20 000 euros. oui, il y a la somme qu'elle dit, il y a la somme, moi j'ai les factures. Après, on va. Moi, je me base sur les factures, c'est ce qu'a coûté. Maintenant, je ne vais pas revenir dessus. Donc, tu as on en la a somme parlé. sur un compte. Mais j'ai la somme sur un compte. Et elle a toujours en otage les clés de chez moi. Donc, écoute, quand on signera le papier, ou plus tard, sinon peut-être que je l'enverrai avant, je sais pas. Mais Tu changes les serrures. Ah ouais, mais c'est pourquoi faire? Elle a plus besoin des clés. Pourquoi est-ce qu'elle les garderait? Enfin, elle n'a pas de raison de venir. Surtout qu'elle a vraiment plus rien à la part. Donc, elle va bien finir par me les rendre, tu vois. Elle m'avait dit, les clés, je te les rendrai devant l'avocat. Donc, donc moi, l'argent sera renvoyé en même temps. Et je récupérerai enfin, mes clés. Sacha Delouis, qu'en est-il de ta relation à laquelle on a assisté avec Carla Au flirt dans le reality club, qui est aujourd'hui dans Ex on the Beach, sur Paramount+. Alors, ma relation avec Carla. Alors, très honnêtement, on est en très bon terme. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on n'a jamais été en couple. On a eu un flirt. Effectivement, on avait mutuellement de l'attirance. Je pense, moi, à ce stade-là, peut-être plus qu'elle, d'ailleurs. Je n'ai pas eu de mal à en parler de toute façon, même pendant le live. Normalement, je suis assez transparent sur mes émotions. En revanche, tu sais, en vrai, Sam, cette relation, si on peut appeler ça comme ça, même si ça a été qu'un flirt d'une semaine, m'a fait beaucoup de bien. Et je pense m'a beaucoup aidé pour la fin de ma relation par rapport à Emma. Je m'explique très, très rapidement. En fait, comme j'ai dit, Emma, moi, je l'avais dans le sang, je l'avais dans l'âme. Vraiment, peu importe, même quand ça se passait extrêmement mal, à la suite de la rupture, qu'il y avait tout l'acharnement, qu'il y avait tout, il y avait une partie de moi qui disait, mais je rêvais que ça recommence, mais c'était impossible. Parce que tu sais, c'est cet amour impossible où tu te rends compte que, en fait, pour moi, le résumé de pourquoi est-ce qu'on n'est plus ensemble, en dehors de tout ce qu'on peut se dire, c'est déjà nos tempéraments n'étaient pas faits pour concorder. En tout cas, le vrai moi qui a arrêté de vouloir être l'homme parfait tout le temps et juste elle, je pense qu'à long terme, on n'était pas fait pour concorder et il fallait qu'on se fasse une raison. C'est dur, parce que l'amour était puissant, mais voilà, je pense que déjà, en étant honnête avec moi-même, en tout cas, c'est ma vision de ça. Mais cet amour était tellement puissant que, tu sais, à la fin d'une relation aussi forte, déjà, tu en as peu dans ta vie et tu te dis, j'aimerais plus jamais pareil. Ou je suis plus capable d'aimer, ou je suis plus capable de ressentir une émotion pour quelqu'un d'autre. Tu vois, on a tous un moment ça aussi, tu vois, après une rupture. Et j'étais vraiment là-dedans, en mode, mais bon, je commençais à aller mieux par rapport à mes émotions, par rapport à Emma, mais en revanche, j'étais vraiment en mode cœur de pierre, tu vois, en mode, j'y arriverais plus, tu vois. Et finalement, et pourtant, j'avais, du coup, depuis ma séparation, ensuite, j'avais eu quelques partenaires, d'autres femmes, mais juste d'une nuit, tu vois, mais j'avais pas entretenu ça. Parce que même en essayant d'apprendre à les connaître, j'arrivais pas, tu vois, j'arrivais pas à la voir. Et pour le coup, Carla m'a fait beaucoup de bien là-dessus, où j'ai pu me rendre compte que je pouvais peut-être ressentir de nouveau quelque chose pour quelqu'un. Et ça fait du bien. Même si ça va pas au bout des choses, c'est pas grave, mais d'avoir ça, ce petit moment, même si ce n'est qu'une semaine, putain, ça t'enlève un poids. Et donc, égoïstement, ce flirt m'a fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Après, j'apprécie beaucoup Carla. Et je pense que ce n'était pas le bon moment pour qu'on se rencontre. Eh bien, merci, Sacha Delouis, pour cette interview. Au final, une longue interview, Oui, moi, si tu m'arrêtes pas, on parle encore 2 heures. On te retrouve, Sacha, sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Sacha Delouis. Twitch, c'est quoi? TikTok. Ah, TikTok, pardon. Et TikTok, c'est pareil, Sacha Delouis. Sacha Delouis, c'est Sacha Delouis moi, partout. je mets partout. Ah, c'est bien, c'est facile quand c'est comme ça. Merci Sacha, merci à vous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, c'est important. Une nouvelle personnalité des réseaux en interview en toute intimité. Bye bye.